Les deux secrétaires de la conférence 2008 qui assureront l'accusation et la défense de notre invité. L'accusation, M. Jean-Christophe Gardère. La défense, M. Julien Gauthier. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, la Cour, messieurs les anciens bâtonniers du barreau des Hauts-de-Seine. Monsieur le bâtonnier désigné, Philippe-Henri Dutheil. Le président de la Cour, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, Pierre Berger. Deuxième grande réforme qui entre, vous savez, la part prise dans les mouvements de protestation contre le système. Tout un chacun a de lui, mais surtout. Monsieur Le Pen a perdu sur l'Algérie française. Monsieur le Président Coulon, L'avocat européen de demain, c'est vous. chacun sait en effet qu'il a commis Pour un ringard. d'éloquence. D'autant que mon métier est Personnel des barreaux. Plus démocratique et plus solidaire. Qui refuse purement et simplement. ou un accro du petit écran. Dévorer l'amour sans en apprécier la saveur. C'est une institution séculaire de la profession. Pas de charme ravageur. Et sans jamais perdre votre âme. Jamais deux femmes se sont en même temps battues comme ça. Redonner à notre profession la place. Le Monde est celui que je préfère. Tu rejoins le panthéon des hommes de lettres. Puis en même temps, au passage, ils évoquent des choses sérieuses. Anarchistes et autres maoïstes. Aux accusations de Madame la procureuse. On vient de demeurer vigilant, car le danger reste actuel. Humaine peut revêtir plusieurs visages. Juger les auteurs des actes du 11 septembre. Vous êtes donc totalement à côté de la plaque. D'être très au fait de la bienséance et du protocole. Quelques phrases qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Notre cœur d'avocat ne pourra jamais. Cette pièce à conviction extraite de Paris Match. Le sentiment du devoir accompli. J'étais à la fois le Dr Jekyll et surtout Mr Hyde. N'hésitez pas à vous engager dans le débat public. On ne sait toujours pas qui vous êtes. Objection, votre honneur. Je sais, ça se dit pas. Un peu comme dans les contes de fées, un peu extraordinaire. Et nous devons préparer et façonner l'avenir. Le droit à l'image ou la protection de la vie privée. Pas si compliqué de présenter le journal de 20h. Et elle pensait que je pouvais faire l'affaire. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Que nous n'exerçons pas une activité industrielle, mais intellectuelle. Les connaisseuses apprécieront. Tant qu'une seule femme sera à vendre, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Mais j'aimerais... N'oublions pas que c'est l'oralité qui a sauvé le dossier d'Outreau. Ces hordes de journalistes à l'affût. Mon client m'a confié que... Jamais peut-être. Coupable. Je déclare ouverte la 20e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Notre invité justifiait que la Cour se transportât en un lieu digne de son audience. Médiatique s'entend, vous l'avez bien compris. Garde,
Faites entrer l'invité. Dès son plus jeune âge, il se fait remarquer, défavorablement bien entendu. Plusieurs fois envoyé au piquet, il voulait au contraire que ce soit le professeur qui réponde à ces questions. Je demande la condamnation de M. Duhamel à une peine de 4 ans et demi de travaux d'intérêt général. Madame l'avocat, vous avez la parole. Je vous ai compris, monsieur l'avocat général. Votre réquisitoire, en fait d'un réquisitoire, est un véritable hommage à mon client, monsieur Alain Duhamel. Donc, après son intervention, ce sera à vous de juger. Monsieur Duhamel, il est de tradition et conforme à nos usages et règles de procédure de vous donner la parole. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, je vous remercie et je remercie la Cour de me donner cette autorisation. Que la personne que vous tous rêviez d'avoir devant vous pour cet exercice n'appartient pas au sexe masculin mais féminin. C'est la seule chose que je peux dire pour ma défense à ce sujet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je déclare ouverte la 21e conférence de rentrée du barreau des Hauts-de-Seine. Comme l'an dernier, nous nous retrouvons dans ce lieu prestigieux qu'est le Théâtre des Amandiers. Mon premier propos s'adresse donc à M. Martinelli, directeur de ce théâtre, qui m'a chargé de l'excuser de son absence retenue par des répétitions auxquelles il ne pouvait se soustraire. Cette circonstance ne me dispense pas du plaisir de lui adresser au nom de mon barreau mes bien sincères remerciements pour nous avoir permis cette année encore d'organiser en ce lieu symbolique notre conférence de rentrée. Monsieur Martinelli, je sais tout le plaisir que vous auriez eu d'accueillir vous-même nos nombreux invités et les hautes personnalités qui nous honorent de leur présence. Monsieur Martinelli, vous ne vous êtes pas trompé lorsque l'an dernier, vous avez avec enthousiasme accepté notre projet. Ce fut une réussite et la rentrée d'aujourd'hui se présente plutôt bien. En décembre dernier, et sur la base d'un texte de Victor Hugo, vous nous sensibilisiez aux enjeux budgétaires et financiers de la culture en France. Vous savez que nous partageons avec vous le souci de permettre au plus grand nombre d'y accéder. La culture comme le droit sont des facteurs puissants de cohésion sociale. C'est un premier constat qui nous unit. Il n'est pas le seul. Il est assez aisé de souligner les nombreux autres liens qui existent entre nous. La justice et le procès inspirent le théâtre, et les plaideurs ne sont pas forcément la référence la plus significative. Dans une salle voisine, en ce moment même, est évoqué l'assassinat de Anna Politkovskaya. Le théâtre sait mettre en scène la justice. Et l'on sait bien aussi que le tribunal est à sa manière un théâtre, où chacune des parties au procès joue son rôle, avec toute la rigueur qu'il faut garder à cette règle du jeu, sans le respect de laquelle il n'y a pas de bonne justice. Madame le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre, Monsieur l'avocat général près la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur le représentant du président du Conseil général, Madame le conseiller général, Messieurs les maires et maires adjoints de Colombes, Monsieur le représentant du MEDEF, Messieurs les présidents de la Chambre de commerce de Paris, de la Chambre régionale des commissaires aux comptes et de la Chambre des notaires, Madame le représentant de l'Ordre des avocats près la Cour de cassation, Monsieur le vice-président du Conseil économique et social de la région Île-de-France, Monsieur le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre, Monsieur l'imam de la mosquée de Nanterre, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, Monsieur le président de la section des avocats de Sfax et Monsieur le membre du Conseil de l'Ordre, vous êtes venus de loin et nous sommes sensibles à votre présence. Madame le représentant du bâtonnier de Paris
Mesdames et messieurs les bâtonniers de la conférence des 100, qui pour certains d'entre vous sont eux aussi venus de loin, et de la conférence des barreaux d'Île-de-France, messieurs les présidents et représentants des présidents des syndicats. Monsieur le bâtonnier désigné, cher Philippe Henry, il n'est pas impossible que bientôt tu me succèdes. Un peu de patience. Tu sais le plaisir que j'ai déjà eu de commencer à travailler avec toi. Bienvenue aussi. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, et surtout mes chers jeunes confrères à qui cette conférence est dédiée, mes chers amis, vous ne doutez pas un seul instant de l'émotion qui est la mienne devant l'importance de cette assemblée et le nombre que vous représentez. La préoccupation qui est la mienne ce soir est tout simplement de vous faire partager, pendant ces quelques minutes privilégiées, la réflexion qui est celle de mon barreau sur le rôle et la place que tient et doit tenir le droit dans notre société, et donc, bien entendu, sur la place et le rôle de l'avocat. Cette préoccupation se situe dans l'ensemble des réflexions actuelles sur les évolutions nécessaires de la justice et de notre société. Vous l'avez bien compris, comme dans une pièce de théâtre bien mise en scène, chacun des acteurs a son rôle, et c'est du respect du rôle de chacun que dépend la qualité du spectacle. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas de spectacle qu'il s'agit. C'est l'avenir de notre profession qui est en cause. Disons-le tout de suite, le monde juridique et judiciaire fonctionnerait vraiment mieux si chacun de ces acteurs jouait son rôle, tout son rôle, rien que son rôle, et était respecté dans son jeu. Sur le constat du rôle et de la place du droit dans notre société, ce rôle et cette place doivent s'appréhender au constat de plusieurs réalités. Le droit est de plus en plus complexe, mais il n'est pas lisible malgré l'extraordinaire diffusion de l'information en matière juridique, compte tenu notamment des nouvelles techniques de communication, je pense bien sûr à Internet, et même du développement de la presse et des médias, et l'on sait comment la presse et les médias savent vulgariser, d'une manière certainement utile, mais pas toujours innocente, la présentation du fait juridique. Le droit est de plus en plus nécessaire en termes de sécurité juridique et de recherche d'une protection individuelle du citoyen, tant sur le plan civil que pénal. L'affaiblissement incontestable de la reconnaissance des valeurs morales ou éthiques rend le droit de plus en plus indispensable. Le droit n'est plus à appréhender dans sa seule fonction contentieuse. Il est aussi concept d'organisation et d'optimisation, et à ce titre, tout autant créateur de liens sociaux que dans sa traduction normative et répressive. La bonne justice pour le justiciable n'est plus uniquement celle qui lui est imposée au terme d'un processus judiciaire, elle peut être construite par les parties elles-mêmes dans le cadre d'une médiation, celle-ci pouvant alors se l'approprier pour mieux continuer à vivre ensemble. Le droit a sa fonction économique. Le commerce au sens large du terme ne peut se passer d'un minimum de règles. L'impérieuse nécessité du droit, sa complexité, sa fonction normative, organisationnelle et optimisante, l'avènement des médias, l'avènement de la médiation, tous ces faits sont autant de facteurs qui ont pour conséquence inéluctable de multiplier le nombre des intervenants en matière juridique. Et le métier de l'avocat s'est en quelque sorte dilué dans une pratique juridique où la concurrence ne s'exerce pas toujours sur le terrain et le niveau qui conviennent. La confusion, peut-être la confusion des rôles, provient de ce que chacun exerce en partie le même métier, voire le métier de l'autre, mais avec des modalités d'intervention et de garantie très différentes. L'activité de conseil en matière juridique est certainement celle qui est la plus partagée. Avocats, notaires, experts comptables, banquiers, assureurs, conseils en gestion de patrimoine, associations de toutes catégories, médiateurs, éditeurs, médias, tous se positionnent comme conseil de leurs clients ou de leurs ressortissants en matière juridique. Bien évidemment, le contenu et la qualité de la prestation en termes de compétences et d'adaptation technique de la réponse, en termes d'indépendance du professionnel qui la délivre, en termes du coût qu'elle représente, relève bien sûr de problématiques totalement différentes.
et l'usager du droit ne perçoit pas forcément toutes ces différences, il peut se tromper, il peut surtout être trompé. De nombreux conseils ne sont pas délivrés dans le seul intérêt de son destinataire, le conseilleur étant parfois lui-même intéressé au contenu de sa propre prestation. Cette grande dispersion de la pratique juridique nuit incontestablement au développement sain de cette activité. Le droit n'est plus pratiqué d'une manière homogène et dans le respect de sa fonction. Certains s'approprient le droit ou une certaine pratique du droit pour renforcer leur rôle, qui n'est pas forcément celui d'un juriste. Et cette situation entrave la mise en lumière de la pertinence du système juridique français et donc de son exportation et au travers elle la protection de notre économie. Le concept de libre concurrence devant permettre à l'usager de profiter du meilleur service au moindre coût et qui pourrait justifier cette diversité d'approches ne se décline pas aussi simplement qu'il n'y paraît. Les travaux des économistes marquent bien les limites de la concurrence lorsque le bien ou la prestation en cause relève d'une problématique de confiance parce que le consommateur n'est pas lui-même en mesure d'apprécier et donc de comparer la qualité du bien ou du service acquis. Le décor est planté. Qu'est-ce qui différencie la prestation de l'avocat des autres acteurs du droit ? La réponse est assez simple, au moins dans son énoncé. L'avocat est soumis à une déontologie particulière, même si l'application de cette déontologie est parfois complexe. Parlons de déontologie de l'avocat. Dans le contexte concurrentiel ci-dessus décrit, il serait stupide de revendiquer le monopole de la déontologie. La plupart des professionnels autres que les avocats relèvent eux aussi de règles déontologiques fortes, même si elles ne sont pas toujours susceptibles d'être sanctionnées par un ordre professionnel. Mais la spécificité de la déontologie de l'avocat est à rattacher au fait qu'il pratique le droit à titre principal. Et c'est bien parce qu'il exerce dans ce contexte que les grands principes déontologiques auxquels il est soumis ont un relief particulier et donnent en conséquence à la prestation de l'avocat sa véritable spécificité. On aura bien compris que ce qui est en cause, c'est l'exercice de l'activité juridique à titre principal, pour ne pas dire à titre exclusif. Et c'est bien cette caractéristique qui nous rapprocheront de certains et qui nous distinguera des autres. Sur l'indépendance de l'avocat, il n'y a pas de conseil juridique ou de défense efficace si celui qui émet ce conseil ou cette défense n'est pas indépendant, c'est-à-dire libre de toute contrainte externe dans la recherche de la meilleure solution juridique pour son client. Il est assez aisé de comprendre que lorsque les prestations juridiques sont fournies parfois gratuitement à titre accessoire d'une autre prestation, il y a confusion des genres et des rôles. Certains auront tendance à minimiser l'importance du droit pour ne pas être gênés par un autre intervenant chez son client. D'autres auront intérêt à orienter le sens du conseil pour consolider l'approche marketing d'un autre produit. Et il ne faut en vouloir à personne. Ce ne sont pas les professionnels qui sont en cause, mais les situations qui créent en elles-mêmes des confusions de rôle. L'avocat n'a quant à lui que sa prestation juridique à vendre. Il a donc plus de chances d'être indépendant dans son exercice pour le seul intérêt de son client. Sur le conflit d'intérêts, l'avocat a le culte de la gestion du conflit d'intérêts. Il ne peut, il ne doit défendre ou conseiller les parties ou clients qui seraient entre eux en conflit d'intérêts. Et s'il peut parfois intervenir comme conseil ou rédacteur unique dans une situation où plusieurs parties sont en cause, il doit cesser d'intervenir dès l'apparition d'un risque de conflit. Et vous savez bien que c'est pour lui une règle d'or. Sur le secret professionnel, vous savez le combat de la profession sur sa défense. La relation de confiance nécessaire avec notre client suppose que l'avocat puisse opposer le secret professionnel d'une manière absolue. Tout doit pouvoir être dit à l'avocat avec la garantie que le secret en sera gardé. Et c'est bien l'intérêt de la société qu'un professionnel soumis à une déontologie forte puisse ainsi dire le droit en toute indépendance et objectivité à son client, et ce sur la base d'informations que ce client lui a peut-être révélées et peut lui révéler en toute sécurité. Nous pourrions multiplier les exemples puisés dans l'ensemble de nos principes essentiels.
Cette approche générale de la déontologie ne nous empêche cependant pas d'avoir des déclinaisons réglementaires particulières quant aux différentes activités que nous sommes amenés à exercer. Il est bien évident que la déontologie du contradictoire ne peut se décliner de la même manière suivant que l'avocat est dans une situation de défense contentieuse ou au contraire en assistance d'un client en médiation ou en négociation. Il est tout aussi évident, et notre règlement intérieur national le prévoit bien comme cela, que l'avocat rédacteur d'actes n'a pas les mêmes obligations déontologiques suivant qu'il est rédacteur unique ou rédacteur avec un confrère qui assiste la partie co-contractante. Demain, lorsque l'avocat pourra assumer des missions de fiduciaire, il sera soumis à des obligations déontologiques spécifiques. La déontologie de l'avocat reste bien évidemment unique et homogène au niveau des principes essentiels tels qu'ils sont définis par notre règlement intérieur national. Mais des déclinaisons peuvent en être faites suivant les différentes activités ou métiers que l'avocat est susceptible d'exercer ou de remplir. Cette observation ne relève pas d'une vision prospective, elle correspond d'ores et déjà à une réalité vécue par la profession depuis des décennies. De ces différentes réflexions se déduisent 3 conséquences importantes pour le devenir de la profession. La première consiste à souligner que, loin d'être une contrainte, la déontologie est pour l'avocat un atout et une marque distinctive dans son environnement concurrentiel. La pratique déontologique de l'avocat est un élément de la qualité de sa prestation. Pour ceux qui ont assisté à notre colloque de printemps, souvenez-vous que nous en avons débattu. Et tant Jacques Attali que Lucien Carpic, bien que partant d'analyses différentes, se sont retrouvés sur ce point. La prestation de l'avocat revêt une certaine qualité. Et la profession a bien raison de renforcer nos obligations relatives à notre formation continue, consolidatrice de notre compétence et donc de notre indépendance. La deuxième conséquence nous conduit à affirmer que la prestation juridique indépendante a un coût, celui de la qualité. Et il faut se garder des approches simplistes et démagogiques qui raisonnent par le seul prisme des prix. C'est parfois le pas cher qui, en définitive, se révèle le plus coûteux, faute d'être de qualité. Ce principe s'applique aussi pour la prestation en matière juridique. La troisième conséquence de ces propos consiste à permettre de présenter du métier de l'avocat une conception plus ouverte, plus riche et plus adaptée aux besoins juridiques bien compris de nos concitoyens. On a déjà souligné que le règlement intérieur national définissait le champ d'activité de l'avocat d'une manière très extensive, comme ayant vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, dans le respect des principes essentiels de la profession. Et les articles de notre règlement intérieur national décrivent les différentes missions de l'avocat d'une manière assez large, et le Conseil national ne s'y est pas trompé en affirmant que l'avocat peut être mandataire, qu'il peut se prononcer sur des évaluations, qu'il peut même exercer une activité de lobbyiste, et demain, l'avocat pourra être fiduciaire. Cet exemple est bien caractéristique de ce que des activités nouvelles, c'est-à-dire jusque-là considérées comme impossibles ou peu explorées, peuvent d'autant plus s'envisager pour l'avocat qu'elles s'exercent dans le strict respect des principes essentiels. Mais loin d'être une contrainte, cette situation devient un atout et un facteur de compétitivité pour l'avocat par rapport à ses concurrents. Un autre exemple pourrait être celui de la gestion de patrimoine, où l'indépendance du principe de l'avocat garantit à son client qu'il ne peut être influencé que par la pertinence de son conseil et par aucune autre considération que la prise en compte des seuls intérêts de son client. Toute rétrocession de commission de la part de l'organisme financier émetteur d'un produit de placement est exclu. C'est aussi ça l'indépendance. Et si maintenant on se projette dans l'avenir, comme nous y invite le président de la République dans le cadre de la commission d'Arrois, vous comprendrez vite que le cœur de ce que pourrait être une grande profession du droit, c'est bien la déontologie de la mise en œuvre et de l'exercice du droit à titre principal. Et si l'on comprend bien que la profession d'avocat intègre d'ores et déjà des métiers différents, représentation en justice, conseil, rédaction d'actes, médiation, etc.,
Il est tout à fait concevable d'envisager que dans un même cabinet s'exercent d'autres spécificités techniques. Le conseil en brevet, la technique de la postulation, voire celle de la cassation, relèvent à l'évidence de cette problématique, et notre approche avec nos amis de ces différentes professions restera bien commune si nos exercices professionnels restent bien exclusivement réservés à la mise en œuvre du droit au service exclusif de notre client. Et pourquoi n'en serait-il pas de même avec les notaires ? Ne constate-t-on pas une grande proximité d'exercice professionnel avec nous ? Ne sont-ils pas comme nous, conseils, rédacteurs d'actes ? Certes, ils sont officiers ministériels, donc en capacité d'authentifier et de donner date certaine aux actes qu'ils reçoivent. Mais quel est vraiment l'obstacle à ce qu'un avocat ayant reçu une formation adéquate soit dans le cadre d'une étude spécialisée dans cette fonction, tant il est vrai que dans une étude de notaire, un simple clerc, sans aucune qualification professionnelle, peut assumer cette fonction par délégation de son patron. Bien évidemment, le raisonnement réciproque pourrait se tenir dans une étude de notaire si celle-ci souhaite développer une activité de représentation en justice. Les propositions actuelles sur l'acte sous signature juridique, loin d'opposer nos deux professions, devraient au contraire les réunir autour de la déontologie de la rédaction d'actes, qui, dans chacune des situations de rédacteur unique ou de rédacteur conjoint, n'est pas si différente. Et en toute hypothèse, il y a plus à gagner pour le développement bien compris de l'activité juridique, à réfléchir sur des modes de coopération qu'à cultiver des oppositions frontales. On aura bien compris que la grande profession du droit doit pouvoir aussi comprendre les avocats dont on admettrait qu'ils puissent être salariés par l'entreprise pour le compte de laquelle ils pourraient exercer leur profession, sous la condition que leur indépendance professionnelle soit, un peu comme celle des journalistes, garantie. On sait tout le bénéfice que représenterait pour le développement du droit dans l'entreprise la possibilité d'avoir un représentant de la profession et d'avoir une voix d'un professionnel indépendant relevant d'une déontologie spécifique garantie par son ordre professionnel. Il est peut-être un peu facile aujourd'hui de souligner que si des juristes indépendants avaient eu dans certaines entreprises la parole plus libre, certaines dérives auraient pu être évitées, mais ce ne sont là que propos de circonstance. Et comment ne pas associer à cette réflexion sur la grande profession du droit nos amis magistrats ? Certes, nous n'avons pas le même rôle, le théâtre m'obsède, mais notre culture nous est commune et comme pour nous, le droit est la seule motivation de notre exercice professionnel. Et nous savons bien, et nous l'avons en son temps dit et affirmé, le juge a sa place irréductible dans notre organisation sociale, en ce compris la problématique des litiges et règlements familiaux. La grande profession du droit devrait être celle de ceux qui parlent, disent et pratiquent le droit en toute indépendance, et c'est uni entre eux qu'ils pourront alors mieux faire respecter leur rôle et leur place dans notre société. Sur le plan communautaire, c'est bien au regard de notre déontologie et du contrôle de sa mise en œuvre que notre profession est et sera positionnée dans la concurrence générale des prestations de services. C'est par notre compétence, notre indépendance, que nous assurerons la qualité de nos interventions et la pérennité de notre profession. Le rapport de M. Attali ne peut que nous conforter dans ce sens. C'est en m'adressant à nos jeunes que je voudrais conclure. Je sais qu'il y a parfois une certaine incompréhension sur la question du champ d'activité de la profession, sur la question de la grande profession. Notre profession ne perd-elle pas son âme à trop vouloir se disperser dans des activités différentes ? Vous connaissez la réponse, elle se formule en deux propositions. Premièrement, cette multiplicité des activités juridiques n'est que la conséquence inéluctable d'un droit qui, par la force des choses, est lui-même diversifié. L'avocat généraliste a son rôle, mais il risque d'être contraint à une simple fonction d'orientation, terrain sur lequel il sera de plus en plus concurrencé par les autres professionnels du droit. La spécialisation permet incontestablement de mieux se positionner en termes techniques et en termes de rentabilité. Deuxième élément de réponse, cela impliquera de se regrouper.
C'est une évidence. On est toujours plus intelligent et plus efficace à plusieurs. La qualité de la prestation juridique est meilleure, la structure du cabinet est plus pérenne et plus réactive. Et l'association des jeunes générations n'est pas le facteur de réactivité le plus faible. Et si vous m'avez bien compris, vous les jeunes, la balle est dans votre camp. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore une fois les nombreux jeunes confrères de leur présence. Et c'est à vous que s'adresse le prix Gastineau, prix que nous attribuons au nom de l'un de nos anciens confrères, soucieux de récompenser tout projet méritant sur la formation des jeunes. Ce prix est d'autant plus important qu'il est inscrit dans notre histoire et qu'il a été créé à une époque où la formation continue des avocats n'était pas obligatoire. L'an dernier, ce prix a été attribué à Isabelle Clanet-Dilamani au nom de l'Association des secrétaires de la conférence du stage pour la réalisation d'un DVD destiné à permettre une formation spécifique à la pratique et à la défense de la cour d'assises. Je tiens à saluer solennellement la qualité du travail qui a été réalisé. C'est un travail scientifique, pédagogique et d'excellente qualité. Que ses concepteurs et que ses acteurs en soient vivement remerciés. Vous l'aurez bien compris, l'humour est aussi une manière de dire des choses sérieuses. J'appelle Isabelle Clanet-Dilamani et Maya Assi, actuellement président de l'association des anciens secrétaires de la conférence du stage et deux de leurs camarades, pour vous parler plus en détail, observation étant faite que le prix Gastineau 2009 reste attribué à l'association pour lui permettre désormais une diffusion efficace. C'est un excellent outil de formation. Je vous laisse la parole. On ne s'y attendait pas du tout. On n'a rien préparé. On avait juste gribouillé 2-3 trucs, Cécile. Merci. Non, rassurez-vous, on n'a pas prévu de faire aussi long que Monsieur le bâtonnier. Autant, tout au plus. On ne s'y attendait pas du tout. On n'a rien préparé. Ah non, ça, je l'ai déjà dit. Merci. Merci pour ce Gastineau d'or 2009. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé à la réalisation de ce DVD. Ce film, nous l'avons conçu comme un véritable outil technique, pédagogique, pour nous tous. Pour leur participation exceptionnelle, merci aussi à Gérard Poirotte, à Patrick Kibel,
Et merci surtout à Gérard Depardieu et à Monica Bellucci. Oui, non, vous ne les avez pas vus dans la bande-annonce, mais vous les verrez en venant voir le film. Et pour terminer, Cécile voulait simplement vous dire un mot sur les intermittents du spectacle. Attendez, on n'est pas au César, les filles. D'accord, c'est sérieux, c'est la rentrée. Hein, je vais reprendre la parole. Juste pour dire un mot, pour dire que ce film, qui est le fruit du travail collectif de tous mes camarades ici présents, et également et surtout du travail extrêmement technique qu'ont réalisé deux de nos confrères spécialistes en la matière, Loïs Lemoine et Pierre Degoul. Ce film qui est adressé à tous les avocats de France et de Navarre est spécialement dédié à nos confrères du barreau des Hauts-de-Seine. Et nous avons décidé, en concertation avec l'Ordre et l'association de promotion du barreau, de leur dédier, de leur offrir ce DVD. Voilà. Agostino 2010. Merci. Quelques petits ajustements techniques. Mesdames et messieurs, le moment du procès de M. Nelson Montfort est arrivé. L'audience de la cour d'assises de la conférence de rentrée du barreau des Hauts-de-Seine est ouverte. La cour est régulièrement constituée. L'accusation sera soutenue par M. Jean-Christophe Guerder. La défense sera assurée par M. Julien Gauthier. La parole sera donnée en dernier lieu, comme il est de coutume, à M. Montfort. Faites entrer l'accusé. M. Nelson Montfort sera accompagné des deux secrétaires M. Nelson Montfort était donc accompagné des deux secrétaires de la conférence pour 2009, Émilie Ganem et Grégory Dumont. Monsieur Guerder, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est d'un dossier pas facile dont je dois vous parler ce soir. Taisez-vous, Montfort. Je vais vous dire un truc, mon petit Montfort, vous m'agacez. Je ne vous aime pas du tout. Et autant vous le dire tout de suite, ça va très mal se passer. Dossier Montfort, donc. Poursuivi pour 3 crimes odieux, perpétrés dans on ne sait combien de villes, de régions, de pays, le plus souvent en direct sur les chaînes du service public, devant des millions de téléspectateurs, femmes et enfants innocents. Oui, en parlant d'enfants d'ailleurs, j'ai une faveur à demander au bâtonnier. Ma femme est dans la salle ce soir, elle est enceinte jusqu'au cou, elle peut accoucher d'une minute à l'autre. Et je vous en supplie, monsieur le bâtonnier, je vous en prie, je vous implore, de grâce, si ma femme perd les os et accouche pendant cette rentrée, ne laissez pas cet énergumène interviewer mon bébé. En même temps, chérie, moi je suis prêt. J'ai regardé les 14 saisons d'urgence, je me suis entraîné au docteur Maboul, mais reprenons. Montfort, cela fait bientôt 30
ans qu'on vous côtoie. Le public en a pris pour 30 ans. Autant dire la perpétuité, sans période de sûreté. Mais 30 ans, c'est trop. C'est pire que Drucker. J'imagine que vous prenez un peu pour le lapin des piles Duracell. Vous ne vous arrêtez jamais. Nelson Montfort, le présentateur qui dure longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Eh bien, il est temps de mettre un terme à cette carrière d'une longévité aussi suspecte qu'insolente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, vous aurez la démonstration à l'issue de ce procès que Nelson Montfort est coupable. Coupable! Tel sera votre verdict à la fin de cette soirée qui sonnera, n'en doutons pas, le glas d'une époque révolue. Ah, que je regrette cette époque où les journalistes devaient recouper leurs sources. Une époque où le 20h n'était pas un magazine de société. Une époque où Tintin faisait davantage rêver que Laurence Ferrari. Une époque, on le voit bien, où le physique du journaliste n'était pas un critère. Car Montfort, vous vous posez en victime de la satire des marionnettes de la chaîne cryptée. Mais comme disait Talleyrand, il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. Et la vérité, la voilà. Parce qu'après tout, de quoi vous accuse-t-on au juste? Des classiques, j'en ai peur. Trafic de stupéfiants, escroquerie, atteinte aux bonnes mœurs. Mon préféré. Ce goût du vice et de la débauche, l'accusé le tient de sa plus tendre enfance. Tenez, son profil psychologique est éloquent. Montfort a eu une enfance des plus malheureuses, qui permet de cerner un peu mieux ce criminel. Et tant pis si je plombe l'ambiance ce soir. Peu m'importe si le récit de son histoire sordide vous rend dépressif, le jury a le droit de savoir. Le jury a le droit de savoir combien vous avez souffert, Montfort, dès votre naissance, dans cette ville désœuvrée, Boulogne-Billancourt, dans la banlieue de Neuilly-sur-Seine. Puis votre famille a même migré dans ce quartier chaud de Paris, où fleurissent les cités à perte de vue, le 16e arrondissement. Né d'un père exerçant la modeste profession de banquier d'affaires, américain de surcroît, inutile de dire que l'accusé ne s'est jamais vu offrir les clés de la réussite sociale. Sa famille d'abord. Montfort père a dès le début fait preuve d'une terrible cruauté à l'égard de son fils. Oui. Quel père doué d'un minimum d'humanité, prénommerait son fils Nelson? Nelson, le même prénom que votre père, Nelson Montfort Junior. Vous leur en voulez à vos parents, on vous comprend. Et la cruauté fit place à la barbarie, que dis-je, au carnage, quand votre père décida de votre deuxième prénom. Tiens, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se prononce. Wax, Wix, ou Vix peut-être, comme le produit pour les rhumes. Ça devrait être interdit des prénoms pareils, parce que les experts sont unanimes, c'est criminogène. Et le sort a continué de s'acharner sur le pauvre Junior. Comme vos parents ne savaient pas quoi faire de vous, ils vous ont envoyé en Suisse, dans un pensionnat malfamé, fréquenté par qui? Des Noirs et des Arabes. Et oui, des fils de chefs d'État africains et les rejetons des nababs, producteurs de pétrole. Dans ce pensionnat malfamé, on vous obligea même à revêtir un uniforme. Prison Break, c'est lui. Montfort s'était fait tatouer le plan du pensionnat à même le corps pour s'évader. Mais hélas, l'héritier d'un roi du textile, dont le père était malmené par ses banquiers, justement, dénonça Junior et tua dans l'œuf toute perspective d'évasion. Vos mauvaises fréquentations vous conduisent droit dans le gouffre, Montfort, et vous échouez à 2 pas d'ici, à l'université de droit de Nanterre, pour finir dans cette école de gangsters, ce temple de mafieux en tout genre, la Mecque du crime, Sciences Po. Et votre carrière de criminel est lancée. Trafic de stupéfiants. Il sera démontré que l'accusé consomme, produit et distribue des substances illicites. L'accusé consomme. Bon, là, il n'y a pas de débat. Je veux dire, on est tous en phase.
Évidemment que l'accusé consomme. Franchement, vous parleriez comme lui sans avoir rien pris? Surtout, et c'est plus sérieux, l'accusé drogue la France. Vous la saoulez aussi. Ah oui, vous nous saoulez, Montfort. Taisez-vous, Montfort. Cette logorrhée chronique est distillée à chaque événement sportif, à chaque compétition d'athlétisme, à chaque trophée de patinage artistique, à chaque tournoi de tennis. Depuis 30 ans, il est clair que l'accusé profite de sa position pour inonder le marché. Si on n'était pas aux assises, on l'aurait poursuivi pour abus de position dominante. C'est vrai, il est partout, Montfort. À la télé, à la radio, au cinéma maintenant. Depuis 30 ans, on ne peut plus allumer son poste sans vous voir. C'est pire que Sarkozy. Y a-t-il une seule chaîne sur laquelle on n'ait pas encore vu ce journaliste sportif? Cuisine TV? Le journal du Hard sur Canal+. Hein? Pas sûr, c'est quand même du sport. Et Montfort parle. Il parle sans arrêt. Souvenez-vous, 1996, Jeux Olympiques d'Atlanta. Michael Johnson remporte la course du 200 mètres et pulvérise le record du monde. À peine franchi la ligne d'arrivée, l'homme le plus rapide de la planète tente légitimement de reprendre son souffle, mais rien à faire. Il est assailli par l'accusé et ses commentaires exténuants. Et là, vous posez la question, Montfort, the question. Une question tellement longue que l'athlète n'a pas eu le courage d'en attendre la fin et qu'il vous a quitté. Il est parti en direct, il vous a planté, quoi. Après tout, mettez-vous à sa place, à Michael. Rien ne l'avait préparé à ça. Des questions pointues comme « Vous aimez le sport ? Vous avez des enfants ? Courir comme vous le faites, c'est une passion, non ?» Décidément, Michael Johnson ne pouvait pas savoir que l'épreuve serait après la course. Parce que là, Montfort, vous l'aviez mis dans un état. Il avait une tête à faire malin cachette de Doliprane. C'est pas pour rien qu'on surnomme Nelson Montfort, mais le son moins fort. Mais le son moins fort, c'est les humoristes qui vous appellent comme ça. Mais c'est trop gentil ça, moi j'ai envie de dire coupe le son. D'ailleurs, taisez-vous Montfort, vous m'agacez. Et pourtant, le télésportif en redemande. Vous êtes, Montfort, un fournisseur de premier choix. Le télésportif le sait, il y croit, il noie son chagrin dans ce flot de paroles incohérentes. C'est sa drogue à lui. Il sait qu'à Wimbledon, une bouffée d'herbe lui fera le plus grand bien. Il sait qu'une tenniswoman colombienne peut servir pleine ligne et doper l'audimat. Il sait ce qu'il veut. Il veut le sprinter devenu un crack ou encore la nageuse, héroïne des temps modernes. Et surtout le télésportif. Il est pris de convulsions à la simple vue d'une casse mécanique qui fait perdre au pilote de course son arbre à cames. Montfort, vous êtes la pensée subversive, la perversion de notre bonne société française. Pensez donc, l'accusé parle en anglais, en espagnol, en italien, à des Français? Mais enfin, Montfort, vous croyez où? En Europe? Parce que vous pensez vraiment qu'avec votre accent à 2 centimes d'euros, vous allez éveiller le français d'en bas à d'autres cultures? C'est vrai, l'accusé a des circonstances exténuantes. Vouloir être journaliste sportif dans un pays où on est aussi bon en langues étrangères qu'en sport, ça relève du sacerdoce. Et non content de nous épuiser à la télé, Montfort a monté un groupe de rock avec le plus francophone, mais non moins subversif, spécialiste du Tour de France, le seul être humain capable de commenter une étape reliant Ros-sur-Couesnon à Plouan-les-Mouettes de 11h à 18h sans interruption et de rempiler le lendemain,
Je parle bien sûr de Gérard Holtz. Et dans un bref moment de lucidité, notre Marilyn Manson hexagonale a baptisé ce groupe les audiovisuels. Ah, ça pourrait être odieux, mais voilà, Montfort, là vous êtes crédible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je pense avoir été suffisamment clair pour ce qui est du trafic de stupéfiants. C'est édifiant. Mais attendez, c'est pas fini. J'en arrive à notre deuxième chef d'accusation, l'escroquerie. Nelson Montfort, c'est un peu le David Copperfield de France Télévisions. À l'entendre s'enflammer, on croit regarder l'événement sportif du siècle, alors qu'en réalité, il nous tient hypnotisés devant une compétition de patinage artistique. Et franchement, de nos jours, qui regarde encore le patinage artistique? 2 personnes. L'avocat de la défense, lui-même ancien patineur en équipe de France, et ma mère. Et après tout, quand l'accusé nous dit qu'il ne commente que les sports qu'il pratique, c'est faux! Escroquerie! Le patinage artistique! Évidemment que Montfort n'a jamais porté de collant et dansé sur l'air du lac des Cygnes. Ou alors à des soirées très privées. Je sais à quoi vous pensez, Montfort. Vous vous dites que ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question, et cela ne nous regarde pas. Oui, tout à fait, Nelson, cela ne nous regarde pas. Mais justement, si. Tout me regarde, Montfort. Puis taisez-vous, Montfort. Le fait est que l'accusé ne niait pas, Montfort, c'est dans votre procès-verbal. L'accusé dit avoir joué au hockey sur glace dans sa jeunesse, et il en conclut de ce fait être à même d'apprécier les tenants et les aboutissants du patinage artistique. C'est vrai que les 2 sports sont en tout point comparables. Tenez le hockey sur glace. 12 joueurs de 110 kilos chacun, qui dévorent un steak tartare au petit déjeuner et sont prêts à défoncer le crâne de leur adversaire par respect des traditions. Le patinage artistique, une frêle créature de 37 kilos, patins aux pieds, qui fait les yeux doux aux arbitres pour qu'ils lui attribuent la note maximale. Et soudain, la patineuse, elle prend son élan pour faire un triple saut. Écoutez, c'est magnifique, elle saute, elle s'élève dans les airs avec toute la grâce d'une danseuse. Et là, c'est le drame, la cata, la boucherie. Ah là là, non! Slutskaya Marashenko a raté le triple. Elle ne réussit qu'un double. Pathétique. Pareil pour le polo. Vous pratiquez le golf et l'équitation, Montfort. Et vous dites dans votre autobiographie, commenter du polo, c'est pas bien compliqué, c'est jamais que du golf à cheval. Mesdames et messieurs, voici un technicien. Mais taisez-vous, Montfort! Voilà le fond du problème, Montfort. Sous couvert d'alibi journalistique, vous n'êtes guidé que par la volonté de satisfaire vos propres hobbies. Un tournoi à Wimbledon, vous voilà parti pour l'Angleterre. Un slalom géant de ski, on vous retrouve sur les pistes d'Aspen, dans le Colorado. Les Jeux Olympiques, vous en avez fait votre marque de fabrique. Et tout ça pour que vous puissiez vous payer des vacances aux frais du contribuable. Le pire, c'est que tout le monde y croit. Vous appliquez à la lettre cette maxime de Claudel, la fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. 30 ans que vous nous jetez de la poudre aux yeux, Montfort. Bravo, c'est du propre. Car l'escroquerie va bien plus loin, Montfort, puisque vous vous prétendez journaliste. Mais vous êtes journaliste, vous? Vous êtes allé à Kaboul sous les bombes, ou en Géorgie face aux chars russes? Non! Vous, c'est petit four et vestiaire puant. Ah, quand vous pensez que c'est à ça que sert notre redevance télé, payer les vacances de l'accusé. Mais sans la publicité sur les chaînes du service public, comment allez-vous faire, Montfort? Ça va pas être coton de financer tout ça. Nos redevances télé n'y suffiront pas. Ça, vous l'avez bien compris, et vous tentez de diversifier vos champs de compétences. Votre premier article, il y a 30 ans, a été publié dans la revue Historia. Mais dites-moi, Montfort, en tant qu'historien, ça vous a pas un peu gêné de couvrir les Jeux de Pékin? Légitimer une dictature n'a jamais été de bon augure.
Souvenez-vous des Jeux de Berlin en 1936. Et puis après tout, Montfort, qu'êtes-vous exactement? Présentateur télé, musicien, chroniqueur avec Stéphane Bern, un voyou bien connu de cette cour, marionnette au Guignol de l'info, journaliste dans la presse écrite ou animateur à la radio de votre émission de musique classique, Les Mélodies de Nelson. Émission qui a été primée en juin dernier à Barcelone du European Radio Award. Non, vous pouvez pas comprendre, c'est de l'anglais, et moi je suis bilingual. My Taylor is rich, quoi. Montfort, vous vous improvisez même comédien. Au cours de mon enquête, mes services ont identifié un DVD, écoulé par la FNAC, intitulé « Les Rois de la Glisse », avec sur la jaquette un commentaire racoleur avec la voix de Nelson Montfort. J'ai acheté ce DVD, bien sûr, pour constater de moi-même l'ampleur des dégâts. Et là, stupeur, l'accusé ne double au total que 3 minutes de film. 3 minutes! Si ça, c'est pas de l'escroquerie. J'ai acheté ce DVD. En plus, comprenez ma douleur, je suis avocat salarié. Vous imaginez bien que je ne peux pas présenter à Fidal, mon cabinet, une note de frais. Bon, l'année dernière, l'accusé était Alain Duhamel. Là, ça passait sans problème. Se faire rembourser le prix d'achat de romans ou d'essais politiques, très bien. Mais là, mettez-vous à ma place. Comment voudriez-vous que j'aille sérieusement demander aux associés de me rembourser un dessin animé sur un pingouin qui rêve de surfer au soleil? En plus, pour moi, le surf, c'est de l'hébreu. Mais en parlant d'hébreu, pour vous non plus, ça n'est pas toujours évident, Montfort. 1989, Roland Garros. Nelson Montfort traduit les propos d'un certain Michael Chang. Ce dernier, victorieux, remercie le Seigneur Jésus. Jesus, I wanna thank Jesus. Et Montfort de traduire, je cite. Attention, ça va très vite. Certains d'entre vous ont déjà dû voir le bêtisier. Alors je vous rappelle, on passe de Jesus, I want to thank Jesus à il remercie un certain José, je ne sais pas qui c'est, certainement un ami à lui. C'est Jésus, pas José. Dites-moi, Montfort, vous seriez pas un peu dyslexique par hasard? Ah, ça va, taisez-vous. C'est n'importe quoi. C'est à peine si vous comprenez vous-même de quoi il s'agit. Et le pire, c'est que vous avez livré vos aveux les plus complets à l'un de mes meilleurs experts psychiatres, Gérard Miller. J'ai là le compte-rendu de l'audition de Montfort où ce dernier a tout dit à Gérard Miller, tout. Le titre de ce document que l'on trouve sur Internet, comme beaucoup de pièces de ce dossier d'ailleurs, ce document a un titre des plus révélateurs. « Je ne suis pas le rigolo de service ».
la cour en décider. Question de Gérard Miller. Comme votre caricature, il vous est bien arrivé de traduire de l'anglais vers le français des propos que vous ne compreniez pas, non? Et l'accusé a répondu. C'est écrit noir sur blanc, ne niez pas, Montfort. Il a dit, je cite, « Traduire quelque chose que je ne comprenais pas du tout, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut quand même que je comprenne au moins à 70%. » Et le problème, Montfort, c'est que j'ai bien regardé vos interviews. Et les 30% restants, c'est généralement l'essentiel du propos. Escroc, oui. Cela dit, au moins l'accusé comprend 70% des propos qu'il entend, alors que le spectateur, lui, ne peut pas en dire autant, surtout après la traduction. Et je ne parle pas de nos femmes corrompues par le discours de l'accusé. Un discours qui agit sur elles comme le chant des sirènes. Car si par extraordinaire, la Cour ne vous condamnait pas pour trafic de stupéfiants ou escroquerie, elle retiendra à coup sûr l'atteinte aux bonnes mœurs. Montfort, vous êtes un pervers. Mes services ont détecté un nombre incroyable de connexions sur Mythique où vous tentez de berner d'innocentes jeunes filles. Certes, vous êtes loin derrière un certain Pierre B, qui se connecte tantôt sous le pseudo Superbat, tantôt sous le pseudo Batman 92, et que mes services n'ont pas encore démasqué. Avez-vous déjà entendu l'accusé commenter une épreuve sportive et reluquer en live la croupe rebondie des patineuses ou des joueuses de tennis? Souvenez-vous, cette lanceuse de poids, Laurence Manfredi, qui a soulevé Nelson Montfort en direct à la télé. Elle n'a pas supporté les allusions déplacées de l'accusé. Et je ne parle pas du jour où Montfort a dégrafé le maillot de bain du nageur Alain Bernard en sortant de la piscine. L'accusé a même fait pleurer Laure Manodou cet été, en direct de Pékin. Et ça, c'est pas bien. Parce que l'accusé est insatiable. Il a un appétit sans limite. De la patineuse de 37 kilos, patins aux pieds, à la lanceuse de poids et ses 95 kilos, Nelson prend tout. Un peu comme son mentor, un certain Bill Clinton, qui lui prodigua quelques conseils sur la chose à Roland-Garros. Mais Montfort, vous n'avez pas honte? Vous, un homme marié, laissez-les donc, ces pauvres patineuses. Parce qu'enfin, Montfort, elle n'a que 14 ans, la patineuse. 14 ans! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, vous devez condamner ce dangereux criminel, neutraliser ce trafiquant, cet escroc, ce pervers, ce nuisible. Vous jugerez Nelson Montfort coupable, guilty as charged. Oui, comme l'accusé dit un mot sur deux en anglais et qu'au final on ne comprend plus trop ce qui est en français ou en anglais, j'ai décidé de requérir en franglais. Chut, your attention please. Montfort, votre avocat est là pour faire la translation de mon speech dans le français. No suicide, Julian? Ok. Ladies and gentlemen, je dis, voilà un enfer de criminels. Un dealer, leader sur son marché. Le Christophe Rocancourt de l'audiovisuel français. Last but not least, he's a perv. Définitivement, il est un fauteur de troubles, n'est-il pas? Un bad boy. Le bad boy de France Television. Et vous voudriez que ce chatterbox sorte libre? No way. C'est pourquoi je requiers la peine maximale, la perpétuité, avec une période de sûreté de 30 nouvelles années incompressibles, de télévision, de radio, d'écriture et de concert. Et surtout, Montfort, taisez-vous. Monsieur Gauthier, nous vous écoutons.
Ce n'est pas un réquisitoire. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, ce n'est pas un réquisitoire. C'est un panégyrique. Abus de position dominante par inondation des médias, trafic de stupéfiants par jet de poudre aux yeux, atteinte aux bonnes mœurs par apologie de la taille mannequin. Mais, monsieur l'avocat général, vous venez de faire l'éclatante démonstration de ce que mon client a toutes les qualités requises pour devenir président. De France Télévisions. Et pourtant, alors même qu'il pourrait s'enorgueillir de chacun des chefs d'accusation, je ressens votre irrépressible envie de le punir. La vindicte du ministère public dans ce dossier, la peine exceptionnellement lourde que vous venez de requérir, ne peut répondre a priori qu'à 3 explications. Tout d'abord, la plus probable, la pression médiatique. Imaginez la pression que constitue la publicité théâtrale de ce procès devant un parterre de notables hypoglycémiques et devenus hargneux parce qu'ils croyaient que le parking était gratuit après 20 heures. Ah, c'est gratuit, vous pouvez rester. Allez. Néanmoins, compte tenu de la nature de ce procès et des révélations qui vont immanquablement apparaître au grand jour, je regrette que l'on n'ait pas cru utile, Monsieur le Président, de faire droit à mes demandes de huis clos. Mais bon, maintenant qu'elle est là, la foule, curieuse, goguenarde, à vrai dire, un peu inquiétante, qu'elle reste. Deuxième hypothèse, la jalousie. Mon contradicteur n'a jamais rien compris au patinage artistique. Il n'a jamais fait la distinction entre un triple boucle piqué, un triple lutz ou un nœud marin, une arabesque ou une petite bonne femme. Et il n'aura donc jamais rien à dire à la superbe espionne est-allemande Katharina Witt, alors que mon client, si. Soit, troisième hypothèse, et la Cour la méditera. L'ambition du parquet. Nous sommes à Nanterre, et le parquet de Nanterre veut être à la place Vendôme, ce que la place Vendôme est à Paris. Une place où l'on trouve le nec plus ultra, dominé par un grand homme. Suivons donc, si vous le voulez bien, cette troisième voie. Mais il faudra pour cela s'astreindre à suivre les pas de celui, et il est présent dans la salle, un truisme dans Libération, la recherche de la vérité et l'essence de la fonction du magistrat, et donne un sens à son action. La vérité, c'est que Nelson Montfort... Non, faites pas cette tête, Nelson, parce qu'ils vont finir par croire que vous êtes coupable. La vérité, disais-je, c'est que Nelson Montfort, avec son élégance désuète, son affabilité universelle, son quadrilinguisme irritant pour le français monoglotte indécrottable, pose un problème en termes d'identité nationale. Monsieur l'avocat général ironisait sur le prénom de mon client, cherchant vraisemblablement à déstabiliser la défense par un procédé misérable. Oui, je dis misérable, car le baptême fut pour Nelson ce que Trafalgar fut pour Napoléon. Hanté par ce borgne cul-de-jatte trônant sur une colonne de bronze et sous la pluie londonienne, le prénom de mon client n'aurait pu trouver comme équivalent français, au mieux, qu'un grec de bas empire trônant sur la colonne Vendôme, Napoléoné ou Naboulioné. Mais bon, avouez que ça ne fait pas très français non plus. Ce n'est qu'avec le temps et à force de courage que mon client renonça à la francisation. Il faut dire que, né d'un père banquier de surcroît américain,
l'actualité nous démontre à l'évidence que la fortune parentale était suspecte. Nelson n'aurait jamais pu dissimuler l'origine des ressources parentales au ministère de l'Identité nationale, une banque américaine. Donc on l'oublie trop souvent, provenant d'un pays qui nous a quand même fait la guerre ouvertement de 1940 à 1944. C'est d'ailleurs pourquoi, faute de pouvoir émigrer en France, Nelson va au pensionnat en Suisse. Où, et Monsieur le Président ne me démentira pas sur cet aspect patrimonial, l'hiver vigoureux qui s'abat sur les montagnes blanchit tout. Au moins plusieurs mois par année. En Suisse, là où, il faut le souligner, étaient recrutés ces odieux mercenaires qui défendaient le roi pendant la Révolution française. En Suisse, disais-je, Nelson va s'éloigner encore un peu plus de l'identité nationale. Là où le jeune Français cherchait la plage sous les pavés, mon client se préparait secrètement à la Troisième Guerre mondiale dans un bunker atomique. D'ailleurs, c'est pendant cette période insouciante, alors qu'un exercice de routine l'avait contraint à l'isolement avec cette généreuse helvète prénommée Olga, que Nelson va découvrir les vertus du sport, en même temps que les avantages d'un corps athlétique à peine sorti de l'adolescence. Corps athlétique dont l'expert psychologue du sport Claire Carrier, non, Claire Carrier, pas Guy Carlier, on ne sait pas qui c'est, moi non plus, mais ça fait plaisir qu'on la nomme. Claire Carrier a donc décrit les singularités du corps athlétique. C'est en cote, Monsieur le Président, c'est en cote D69. Le corps sportif bien conçu est soumis à une obligation de rendement, toujours plus souvent, toujours plus longtemps, toujours plus intensivement. Je crois voir qu'il s'en souvient. Voulant couper court à cette dérive, le père de Nelson l'envoie faire ses études de droit à l'université de Nanterre dans les années 70. Période où, je le dis car c'est un fait objectif, la majorité des avocates et magistrats de ce tribunal affichaient encore effrontément leurs 20 ans. Mais là n'est pas la question. Comme chacun le sait, en fac de droit, à Nanterre, dans les années 70, c'est la chienlit. Mon client, à peine remis de sa déviance helvète, n'a presque pas eu le temps d'apprendre sa summa divisio ou son prolégomène des nullités, qu'il était assailli par ses ennemis de l'intérieur que constituaient alors ces hordes d'activistes chevelus influencés par le juif allemand Cohn-Bendit, que cette cour a d'ailleurs condamné en 1991. Conscient de sa dérive universitaire, Nelson Montfort a alors réagi, en fournissant une preuve irréfutable de sa volonté d'insertion. Il s'inscrit à la mission locale du 7e arrondissement de Paris. Oh, ça ne fut pas sans difficulté, car la PJJ voulait lui faire un tige, le SPIP un SME, mais puisqu'il n'était connu d'aucun atteint, après renseignement au B1 et vérification à la CJ, son dossier a été renvoyé à la DAS. Mais, comme vous le savez, avec la LOLF, et depuis que le CLSPD a été intégré au CUX, grâce à l'excellent travail d'une équipe de mousse, il a finalement atterri dans un IEP. CQFD, comprenne qui pourra. Et après ça, l'administration voudrait que l'on maîtrise bien la langue française. Malgré son prénom, malgré l'Helvétie, malgré Nanterre, Nelson Montfort a réussi à intégrer le très grand, le très prestigieux, le très élitiste, bref, le très français, Institut d'études politiques de la rue Saint-Guillaume, Paris 75 007. À Sciences Po lui seront enfin données les bases de nos ancêtres les Gaulois. Il apprend à connaître nos saints pèlerins qui partirent en croisade. La guerre de Cent Ans, qui, je le rappelle,
avait pour motif le bon sens qui est celui de ne pas laisser hériter une femme. Ou encore, la conquête d'Alger pour apprendre les bonnes manières aux Arabes, car on ne met pas impunément une gifle à l'ambassadeur de France. Je vous sens perdu, Monsieur le Président, là. Vous ne savez pas pourquoi on a envahi l'Algérie? Bon, Nelson vous expliquera, car Nelson a toujours excellé en relations internationales. Pour autant, se réconcilier avec l'identité française n'est pas aussi facile lorsqu'on porte comme mon client la trace indélébile de ses origines. Car il ne faut pas croire, les mauvaises fréquentations se font aussi dans le 7e arrondissement de Paris. Regardez la garde des Sceaux, la pauvre. Je dirais même que Sciences Po est un vrai repère de voyous. J'en veux pour preuve la condamnation devant cette cour de nombreux anciens de Sciences Po. Pas plus tard que l'an dernier, Alain Duhamel. Souvenez-vous aussi, en 1997, l'affaire du Corse Jean-Marie Colombani, directeur de l'insoutenable journal cosmopolite Le Monde. Poursuivant cette recherche jurisprudentielle, la défense a pu exhumer l'arrêt rendu par votre cour en 2006 contre Richard Descoings. Et on touche là un élément fondamental du procès, puisqu'un parallèle rapide laisse apparaître au grand jour l'origine du mal. Un mal qui explique de manière certaine le problème identitaire de mon client. Je rappelle à la Cour qu'elle jugeait Richard Descoings, ce directeur de Sciences Po qui, non content de pousser la réforme en recrutant les élèves dans les zones d'éducation prioritaire, a internationalisé le creuset de l'élite française en la forçant de manière indigne de parler la langue de Shakespeare. Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c'est en cote 1940-1944. Monsieur Descoings avait baigné dans la culture de ses grands-parents calvinistes et passé ses vacances dans sa famille maternelle. Où ça? En Suisse, entre Lausanne et Genève. Coïncidence? Je ne le crois pas. Comme Descoings, c'est en Suisse que mon client a été victime des thèses de Luther et Calvin. Corrompu dès sa jeunesse par un mal qui, je le rappelle, hormis le fait qu'il est capable de polluer la Seine un jour de Saint-Barthélemy, a quand même mis la France à feu et à sang pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que le bon roi Henri IV rétablisse la paix civile, comme chacun le sait, en fichant les mineurs de 13 ans susceptibles de troubler l'ordre public. Résultat inéluctable de l'hérésie, la dérive totale. Non, Nelson ne dit pas la messe en latin. Non, il ne paie pas d'indulgence, ni au pape, ni à son avocat d'ailleurs. Non, il ne croit pas que si une souris mange une hostie, elle reçoit le corps du Christ. Non, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Il affiche une rigueur morale que le gallican moyen ne saurait comprendre. Il est honnête, loyal, austère, il mange des Quakers le matin. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il a les cheveux blancs, il aime le basketball. Lionel Jospin, tu sors de ce corps! Ce procès est purement délirant. Et d'ailleurs, je cite 3 témoins qui vont vous le démontrer. Monsieur le Président, ce sont des témoins surprises, j'insiste. Accordez-moi 3 témoins. C'est accordé. Merci, Monsieur le Président. Où est l'huissier? Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin? Où est-il? Et je tiens à dire, d'ailleurs, si sympathique que je viendrai défendre mon ami Nelson devant tout le monde, parce que ce soir, comme vous le savez, eh bien, bonsoir à toutes et à tous, sa chère Nelson, n'est-ce pas, qui, si sympathique, a été quelqu'un de formidable pour le sport. Et d'ailleurs, il en a fait beaucoup, vous le savez, le tiercé, c'est mon dada, et j'ai été toujours le seul pronostiqueur à donner le quartet en 3 chevaux. Non mais Guilux, c'est pas le problème. Oui, mais, attendez. Nous, on voulait Jacques Chirac. Jacques Chirac, que pensez-vous de la présence de Nelson Montfort sur le territoire national?
Oui, mon cher Gauthier. Comment dire, Nelson Montfort est quelqu'un qui cisèle ses commentaires comme des joyaux. Un peu comme Yves Duteil pour ses chansons. Enfin, l'autre, il cisèle les joyaux, mais c'est autre chose. Je tiens à dire que votre plaidoirie repose sur certaines fondations. Parlant de fondations, d'ailleurs, celle de maman, c'est encore autre chose. La mienne va bien, je vous remercie. Mais j'estime que Nelson Montfort est quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Non, mais pour les compliments, le mieux, c'est Jack Lang. Hein. Oui, monsieur Jack Lang. C'est quelqu'un de très bien. Eh bien, ce Nelson, quel bel homme. Parlons-en. Il est chier, non? Vous qui l'imagineriez à poil sur un char de la technoparade. C'est vrai. Avec une plume dans le cul, en plus. Hein? Non, attendez. Quel bel homme. Oui, non, mais non, ça va pas. Michel Serrault, que pensez-vous de Nelson Montfort? Oui, mais enfin, Cocon, quand même. Hein? Défends-le, toi, mon Pierrot, défends-le. Oh, chérie. Je suis content quand même d'être là avec Pierre Berger, avec tout ce qu'il a fait quand même depuis 40 ans pour la couture. Et en plus, il porte la robe en plus. Alors, vous défendez un procès avec mon Nelson. Mais quand même, enfin, Coco, je t'embrasse quand même, je t'embrasse. Hein? Non, arrête, non. Bah oui, mais enfin, arrête, non. Mesdames, messieurs, vous êtes d'accord avec moi quand même. Nelson Montfort, c'est un homme comme il n'y a pas de femme, hein. Faut quand même le défendre. On m'a demandé, moi d'ailleurs j'ai cru que c'était pour une soirée du sida. Non, ça va pas. On m'a dit, c'est rond, faut être positif. Bah oui, faut y aller maintenant. Quand même. Allez, tu sors. Non, ça va pas. Monsieur le Président, après un bref passage dans une banque californienne où sa proposition de commercialiser des comptes Carpaz anonymes et numérotés pour tous les avocats est rejetée piteusement, Nelson court comme un chien fou épris de liberté, enlève cravates et costumes tristes et nourrit une passion goulue pour les langues étrangères. Je sais, c'est dégoûtant. En tout état de cause, parlant 4 langues, sachant plus vraiment à quel sein se vouer, prêt à tout mais bon à rien, Nelson devient le journaliste que nous connaissons, sportif, joyeux et mélomane. Mais la marque indélébile de ces premières années démontre qu'en vérité, l'accusation reproche à mon client de ne pas être un Thierry Roland, un Jean-Michel Larquet ou un Thierry Gilardi. Pardon. Non, pas lui. Vous voulez faire une minute de silence, Monsieur le Président ? Oh, tout à l'heure, d'accord. En vérité, on reproche à mon client d'être un commentateur américain à passeport français. Mesdames et messieurs de la Cour, j'écarterai l'argument d'un exemple et d'un seul. Souvenez-vous à l'occasion de l'obtention par Alain Bernard de la médaille d'or sur 100 mètres nage libre aux derniers Jeux Olympiques de Beijing. Mon client déclarait au nouveau médaillé, prêt à l'embrasser, je cite, de peur de ne pas être cru, « On partage tellement votre bonheur, on partage tellement. On n'est plus journaliste, on est simplement vos amis, vos frères, tout ce que vous voulez. Parce que cette médaille d'or, vous avez été la chercher. » D'abord, Edwige est formelle sur ce point, mon client n'est pas franc-maçon. Par ailleurs, sa maîtrise approximative de la langue française démontre qu'il est un journaliste comme les autres. Car il est vrai qu'on ne dit pas cette médaille d'or, vous avez été la chercher, mais cette médaille d'or, vous êtes allé la chercher. Ensuite et enfin, d'aucuns s'inquiètent de cette abdication journalistique. On n'est plus journaliste. Au profit d'une jubilation partisane et fraternisante. On est vos amis, vos frères. En fait, là c'est du sport. Donc excusez-moi Nelson, mais tout le monde s'en fout. Mais cela pourrait être de la politique. Et ce serait plus embêtant. Imaginez El Kabbach dans les bras de Sarkozy le soir de l'élection. Imaginez Arlette Chabot faire la chauffeuse de salle au Zénith pour Ségolène. Imaginez Valérie Mao faire copain-copain avec le parquet de Nanterre. Ça fout les jetons. J'entends d'ici les plus hautes sphères du palais
chuchoter leurs inquiétudes, d'ailleurs, face à cette attitude. Oui, qui sont tous pareils, que les journalistes qui mangent au même râtelier que les mecs de la télé, il n'y a plus de contre-pouvoir en France, ils sont tous pourris. Et après ça, l'administration voudrait qu'on maîtrise bien la langue française. La Cour saura constater que mon client a délibérément choisi de se départir de son indépendance journalistique pour satisfaire quoi? L'ego cocardier du téléspectateur chauvin. Si ça, c'est pas une preuve d'intégration nationale. Autre preuve d'intégration, Nelson Montfort ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Par exemple, il est acquis au débat que Nelson Montfort pratique tous les sports qu'il commente. Et puisqu'il commente quasiment tous les sports, il pratique tous les sports. Mais il ne fait pas que cela. Nelson est un mélomane, les mélodies de Nelson sur Radio Classique cartonnent, il chante, rien ne l'arrête. Il a une vie sociale intense, parle 4 langues, a une maîtresse, parraine des œuvres caritatives, entretient une famille, ce qui, sur ce dernier point, est suspect, je vous l'accorde. Néanmoins, le jury commettrait une regrettable erreur s'il se laissait convaincre de l'accusation d'une vie de complaisance dans le loisir sportif, musical, mondain ou familial. Car Nelson trouve le temps de travailler. La preuve, il écrit dans le Figaro, sous l'étrange pseudonyme de Jean d'Ormesson. Alors comment fait-il? Nelson, en homme de son époque, est fidèle au pragmatisme anglo-saxon qui coule dans ses veines, économise son temps, et, qualité rare chez un homme, sait faire 2 choses à la fois. Tenez, regardez. Vous voyez, il garde le cheveu immobile là. Vous voyez? Cela veut dire qu'il fait mine de se défendre, mais en réalité, il cherche le compliment qu'il va pouvoir adresser au premier notable qu'il croise ce soir pendant le cocktail. Bon, la Cour se demandera, certainement dans le secret de son délibéré, comment l'accusé arrive à cumuler toutes ces activités. Il suffit de le suivre, ne serait-ce qu'une journée. Tenez, prenons par exemple une après-midi de vacances de neige à la montagne avec Nelson. Budget de la justice oblige, la caméra était en panne ce jour-là, donc je vous le fais oralement. Une de ces après-midi où l'air glacé s'efface provisoirement derrière les rayons doux et ardents du soleil, Nelson sifflote la marche turque de Mozart. Accroché à son tire-fesse, les jambes mi-flex et les muscles dorsaux bandés à 60 degrés de la pente, Nelson se concentre. Son œil imperturbable fixe la cime encore lointaine, mais qui approche. Son deuxième œil, quant à lui, se repose en attendant la suite. Il glisse. Seuls les petits à-coups de la remontée mécanique viennent chasser les copeaux de neige du sillon de notre homme, qui entame, serein, une valse des fleurs du casse-noisette de Tchaïkovski. Au sommet, Nelson réajuste son ski sur le pied droit, son patin à glace sur le pied gauche, baisse les lunettes jusqu'alors posées sur son bonnet de bain, tapote son club de golf contre sa raquette de tennis, serre le ballon de rugby entre les dents et laisse flotter dans les airs les collants porte-bonheur de la célèbre et non moins chaleureuse patineuse russe Irina Slutskaya. Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Dans un déséquilibre maîtrisé, Nelson s'élance sur la piste. Mais déjà, à ce stade de sa descente, Nelson hurle Carmina Burana, la chevauchée des Valkyries, le tout mixé par NTM. Après une première carre intérieure gauche, il se retourne, crache dans une contraction mandibulaire incroyable le ballon de rugby au milieu de 2 poteaux plantés là. Arrivé sur la plaque de glace, Nelson exécute un triple salco, double Riedberger, triple boucle piqué. Sans scier, il enchaîne un drive magnifique avec une stalagmite phalliquement posée sur la neige qui fond littéralement à l'approche de Nelson, qui fait maintenant la brasse papillon dans une flaque de neige fondue et qui se relève. Et qui se relève comme si de rien n'était pour arriver comme une fleur à la terrasse d'un café de montagne pour commander « A cup of tea, please, with milk, of course ». Voilà, ça, c'est du Nelson. Il ose tout. C'est même à ça
qu'on le reconnaît. Oh, c'est peut-être aussi à ça que l'on reconnaît un Français. Avant de conclure, je demande à la Cour d'examiner ces éléments de personnalité. Examinez avec attention le degré de responsabilité pénale de mon client, car disons-le franchement, il est carrément timbré. C'est une vérité du dossier. Nelson a reçu cette année le prix Marianne de la personnalité préférée des Français remis par la Poste. Élu par une foule délirante de plus de 18 000 votants, Nelson a son timbre. Alors, il accroche en général son timbre à la boutonnière, mais il aurait trouvé de mauvais goût de comparaître ce soir devant vous avec une tache rouge sur le paletot. Et puis, je dois le dire à la Cour, au risque de froisser mon client, Nelson Montfort est à l'article de sa mort médiatique. Son étoile pâlit, présage funeste d'une éclipse inéluctable, les signes annonciateurs sont là. Premièrement, Laurent Ruquier a dit de lui, ouvrir les guillemets, fermez vos gueules, Nelson Montfort est au tennis ce que Mireille Mathieu est à la chanson. Nous craignons le pire. Deuxièmement, depuis qu'il s'est mis à la chanson avec son groupe des audiovisuels, véridique, le pire c'est qu'il y a Gérard Holt dedans, il se jette systématiquement dans la fosse pendant les concerts. Oh, on a essayé de lui dire que c'était dangereux pour sa santé, il ne veut rien comprendre. Troisièmement, il se produit régulièrement avec Philippe Candeloro, Michel Drucker, participe à Interville. Bref, une euthanasie médiatique. Malgré cela, vous voulez le surveiller? Vous voulez le punir? Vous voulez le juger? Alors posez-vous la seule question qui vaille. Nelson Montfort, l'américano-suisse huguenot polyglotte, celui qui s'est si bien inséré sur nos ondes radiophoniques et télévisuelles, celui que la gentillesse et l'humanité n'ont laissé paraître aucun ennemi en 30 ans de carrière, est-il conforme à notre identité nationale? Si votre conception rejoint celle de Staline, en ce que la nation est une communauté humaine stable, historiquement constituée, alors les Français sont des Francs, les Allemands des Germains, les Italiens des Romains croisés d'Étrusques, et non un mélange de Lombards, Normands, Arabes, Espagnols, Croates ou Grecs. Et Nelson doit disparaître. Si vous voulez pleurer, Nelson, c'est maintenant. On a vu ça tout à l'heure, c'est maintenant. Plantez alors dans la fosse l'inscription que Démosthène faisait lire aux Athéniens sur une colonne d'airain de l'Acropole. Cartmios, fils de Pitonax, soit tenu pour l'ennemi du peuple. Faites-le alors descendre de la chaise de l'accusé qui serait trop confortable pour lui. Envoyez-le dans la fosse et laissez-le à la foule qui est prête à faire son devoir. Si, au contraire, vous pensez comme moi que l'identité nationale, c'est Zidane qui marque sur un coup de tête, bien sûr, Jeanne d'Arc qui se brûle, Gainsbourg qui fume, Jane Birkin qui chante, Carla Bruni qui essaye, Jamel Debbouze qui rit, Alain Mimoun qui court. Alors, Nelson sera sauvé. Cour d'assises des Hauts-de-Seine, acquitté, sans plus tarder, Nelson Montfort. Et puisque nous sommes en France, tout cela finira en chanson. Ça va ? Levez-vous et je vais vous laisser la place. Vous vous levez, oui. Monsieur Montfort, vous avez bien sûr la parole, c'est notre tradition. Bon, bien écoutez, après ce qui vient d'être dit, je ne sais plus, en dehors de la conclusion évidemment du maître, je ne sais plus exactement qui était l'avocat de la défense et l'avocat de... Enfin voilà,
Je suis très heureux, en tout cas, de me retrouver effectivement ici à Nanterre quelques années après. Je remarque du reste que le luxe des locaux s'est singulièrement amélioré par rapport à l'endroit que je fréquentais il y a quelques années. Je suis également très ému de me trouver ici, ému de me trouver face au président Pierre Berger qui m'a reçu ici avec beaucoup de cœur, ému de succéder à une pléiade d'artistes, dans l'audiovisuel, on est toujours un petit peu cabot, comme vous le savez. Donc, je pense que mes prédécesseurs n'auraient pas été trop mécontents de se faire appeler artiste. Donc, voilà, je suis très ému en plus vraiment, vous êtes extrêmement nombreux. Vous me paraissez du reste être beaucoup, beaucoup plus nombreux que devant certains programmes culturels de France Télévisions. Donc, vraiment, je suis très, 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 très heureux de vous saluer. Il doit y avoir 800 spectateurs ici ce soir. Nous avons parfois de mal à atteindre ce chiffre en matière d'audimat. Bravo, félicitations. C'est sans doute du reste la raison pour laquelle le mari de quelqu'un que vous avez beaucoup cité, mon cher maître, nous supprime la pub à partir du 1er janvier, puisque de toute façon... bon, voilà. Bien, en tout cas, tel n'est pas le propos de ce soir. Alors, je souhaite répondre effectivement à ce cher maître. Je vais peut-être me permettre de mettre un terme au maître, hein, si vous le permettez. Oui, je pense que vous la connaissez, effectivement. Mais, non, parce que j'ai vraiment été reçu ici en ami. Concernant mon surnom. Alors, effectivement, mon surnom, vous l'avez dit, c'est Melson moins fort. C'est un surnom que mon camarade Holz m'a donné il y a quelques années. Moi, j'ai eu pas mal de mal à répliquer, à riposter. Et finalement, un jour, au micro de RTL, j'ai trouvé un assez joli surnom pour mon camarade Gérard. Rassurez-vous, contrairement aux apparences, nous sommes très amis, surtout quand je vais vous donner son surnom. Holz-toi de là que je m'y mette. Donc c'est assez... En plus, ceux qui le connaissent, je pense que ça lui va assez bien. Mais c'est vrai que nous sommes complètement amis, réconciliés sur l'autel de la chanson. Et je vous encourage du reste peut-être à inviter mon camarade Gérard, peut-être dès l'année prochaine. Mais je pense que pour l'année prochaine, j'ai peut-être mieux. Pour l'année prochaine, je souhaiterais peut-être vous proposer effectivement Philippe Candeloro. Je crois qu'il ne déparera pas dans cette atmosphère. Je n'insisterai pas sur les longues études supérieures qu'il a faites et sa façon de s'exprimer en est certainement la preuve. Mais alors justement, je suis content de parler de Philippe parce que je crois que ce duo que nous avons formé correspond exactement à ce que j'aime et à ce que je souhaite faire en matière de reportage de sport. C'est-à-dire, je pense que le sport à la télévision, c'est avant tout pour donner de la joie de vivre aux gens. Moi, je suis heureux quand on me dit, voilà, on ne connaît pas grand-chose au patinage. Moi, je vous avoue que j'y connais pas grand-chose non plus, de toute façon. Mais on est là pour passer un bon moment. On est là pour passer un bon moment. Et ce soir, je crois que nous sommes en train de passer un excellent moment, mon cher Pierre Berger. Je souhaiterais également remercier mon complice et ami Marc Laurent, cet imitateur qui a 124 voix à son palmarès. Il m'a dit qu'il souhaitait venir ici parce qu'il était à la recherche de contrats, donc si vous voulez, en coulisses tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est sa toute première apparition publique, hein, contrairement à ce qu'il va vous dire. Donc voilà, il était également très très bien. Alors, je souhaite quand même revenir un petit instant sur effectivement Michael Chang, qui a été mon grand porte-bonheur à Roland-Garros. C'était pas exactement cette année, c'était un petit peu plus tard. C'est l'année où il a été en finale de... Je crois qu'il vous appelle au téléphone, mon cher président. Non, d'accord. Ah, d'accord. Non, je pensais que c'était Michael Chang qui vous appellerait en PCV parce qu'il est assez près de ses sous. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est un point commun qu'il partage avec Candeloro. Mais tel n'est pas le propos. Effectivement, brouhaha, finale de Roland-Garros, brouhaha dans l'oreillette, etc. Michael qui répond, j'aimerais, I would like to thank my Jesus. Moi, j'entends pas très très bien, etc. Et je crois, écoutez, mon cher Jean-Paul Lotte, que vous savez, écoutez, je crois que Michael est en train de remercier un certain Luigi que j'avoue ne pas... Alors, le pizzaiolo du coin, un certain Luigi que j'avoue ne pas connaître. C'était ça, en fait, la traduction. Et ça, c'est autre article. Et Jean-Paul, avec son doigté légendaire, parce que c'était quand même pas facile de rattraper cette affaire. C'est-à-dire que je ne le confondais pas exactement avec le personnage le plus anodin dans l'histoire, n'est-ce pas ?
a dit, écoutez, mon cher Nelson, je crois qu'il parle de Jésus, si vous me permettez, avec un ton extrêmement recueilli, c'est le cas de le dire. Donc tout ça, bon, quelques années après, c'est vrai qu'on s'en souvient en souriant, je peux vous dire que sur le coup, en plus nous étions un dimanche, hein, c'est une finale de Roland-Garros, je vais passer chez le confesseur, voilà. Que vous dire d'autre? Vous avez été tellement complets l'un et l'autre, encore une fois, je ne sais plus exactement qui a attaqué, qui a défendu. Si, je vais faire court, hein. Je vous promets qu'à 1h du matin, la traduction américaine sera terminée et qu'on pourra passer à table. Pourquoi suis-je rentré dans le journalisme de sport? C'est-à-dire que j'entendais quelques perles en matière de journalisme sportif qui ne me plaisaient pas toujours. Sur le Tour de France, j'entendais des phrases, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est que c'est qui est en tête? Qui c'est que c'est qui est en tête? Ou alors, je fais les totales et je vous rappelle. Alors je me disais que peut-être peut-on faire un petit peu mieux. Et lorsque j'ai parlé avec Richard Descoings, qu'apparemment vous avez reçu ici il y a quelques années, il m'a même dit que suite à un certain nombre d'interventions qu'il avait entendues, il avait décidé, je ne sais pas s'il vous en a parlé, de faire une formation de sportifs à Sciences Po. Il y a du travail, hein. Il y en a qui partent d'assez bas, mais enfin en tout cas, je trouve que ça mérite vraiment d'être dit. Alors je crois que le tennisman Richard Gasquet, que j'apprécie beaucoup en plus, a commencé sa première année il y a 2 ans et que normalement en 2018 il devrait être diplômé. Donc voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, non mais ça c'est très affectueux parce qu'en fait ces sportifs vraiment comme vous pouvez le penser, je les aime. Comme vous pouvez le penser, et cette soirée en est vraiment la plus belle illustration. J'essaye de faire cette fameuse phrase, j'essaye de faire mienne cette fameuse phrase de ne pas se prendre au sérieux effectivement et d'essayer de faire passer les plus beaux moments possibles aux téléspectateurs grâce au sport. J'espère que c'est le cas. C'est vrai que par exemple cet été aux Jeux de Pékin, mon cher maître, je n'ai pas fait pleurer Manodou, j'ai essayé au contraire de faire... Je pense que vous le savez, elle était un petit peu en détresse ce jour-là, même si son sac Lancel l'attendait dans les vestiaires. Donc finalement, il y avait quand même une consolation. Oui, non, je connais un petit peu la chanson, si vous le permettez. Et puisque je tiens aussi à dire, ma modestie dut-elle en souffrir, que c'est vrai que j'ai été élu par 18 000 Français, non pas journaliste préfet, journaliste sportif le moins détesté des Français. Voilà, on va dire ça, on va remettre les choses dans l'ordre. Bon, j'avais préparé ici toute une série de réponses en fonction, je ne sais plus si c'était à vous ou à vous, mais enfin on va dire des réponses communes. Je me souviens de j'ai pas mal de souvenirs évidemment en tête, je pourrais développer les rois de la glisse, je crois que c'était un petit peu plus de 3 minutes, la présence, je crois que ça devait faire 3 minutes 15 pour être tout à fait précis, donc voilà. Mais c'était un film extrêmement sympathique, et j'en conclurai, parce que finalement, tout commence et tout finit par des chansons, hein, c'est ce qu'on dit, alors, je crois que... Ouais, attendez... Alors attendez, parce que justement, on m'a demandé de prendre ma guitare, mais on m'a demandé de prendre la guitare quand on était pratiquement arrivé ici devant le palais de justice, enfin devant excusez-moi, devant le... vous voyant habillé dans cette tenue, la confusion est possible. Donc on était déjà arrivé, donc... Et puis on m'avait dit que, vu la crise, on n'avait pas les moyens de mettre ce micro sur un trépied, donc avec la guitare, c'était pas très pratique. Donc je vais devoir vous interpréter, comme on dit, une chanson a cappella, si vous le souhaitez. Comme on a parlé suffisamment de ce groupe que nous avons formé, Gérard et moi, c'est vrai, on essaye de se produire du reste pour différentes œuvres caritatives, et on essaye de faire ça, enfin en tout cas moi c'est caritatif, lui je sais pas, mais enfin moi c'est caritatif. Donc on essaye de faire ça avec beaucoup de complicité et d'amitié. Alors, je crois, puisque les avocats sont forcément philosophes, Nietzsche disait « To be is to do ». Kant disait « To do is to be ». Et Sinatra disait « Do-be-do-be-do ». Alors, sans guitare, avec beaucoup de cœur.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was such a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. And how I love le barreau des Hauts-de-Seine. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Eh bien, la Cour se retire pour délibérer. Mesdames et messieurs, à la question de savoir si M. Montfort est coupable, par télévision et médias interposés, de distraire notre bon peuple par ses commentaires sportifs, ses émissions musicales et sa production discographique et ses chansons, la réponse est oui. En conséquence, et pour la meilleure satisfaction de nos concitoyens, la Cour condamne M. Montfort à continuer dans ses errements et sans jamais s'en distraire. Merci. Mesdames et messieurs, la séance s'est levée et il est temps de clore cette 21e conférence de rentrée du barreau des Hauts-de-Seine. Je vous invite à commenter cette session dans le cadre du cocktail qui vous attend au sortir de cette salle. Merci.